Bonjour. Alors je voudrais aujourd'hui faire une vidéo sur le thème changer de regard par la philosophie. En fait, j'ai donné déjà cet atelier il y a quelques semaines, le 8 septembre 2019, aux Journées Émergence. Donc j'ai donné cet atelier avec Jean-Paul Dessy, mais l'atelier n'a pas été enregistré. Et à la fin de l'atelier, plusieurs personnes sont venues me voir pour me demander s'il y avait des traces de cet atelier. Donc je leur ai promis de le refaire en vidéo. Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant. Alors, l'atelier a eu lieu aux Journées Émergence. Alors, que sont les Journées Émergence? Donc ce sont des journées, c'était la 11e journée émergente, donc la 11e année. Ce sont des journées qui se déroulent sur 2 jours. Donc il y a une journée de conférence le samedi et le dimanche matin il y a des ateliers en parallèle, plusieurs ateliers. Donc c'est là que je donne un atelier avec Jean-Paul Dessy. Et donc le samedi il y a des conférences sur un thème. Alors ces journées émergence ont été créées et fondées par Ilios Kotsou et Caroline Le Cire. Et le parrain c'est Mathieu Ricard. Donc déjà je voudrais remercier encore une fois Ilios Kotsou et Caroline de m'avoir invité. C'est la 3e fois que je venais, j'avais déjà fait 2 conférences dans d'autres journées. Voilà, c'est vraiment formidable et c'est impressionnant parce qu'il y a vraiment il y a beaucoup de monde. Voilà, le théâtre est plein, il y a 2500 personnes, donc c'est vraiment impressionnant de voir ces gens venir pour écouter des conférences, écouter aussi de la musique, faire des ateliers. Et là, aux journées Émergence, il y avait donc Mathieu Ricard, Alessandre Jolien, Abdenour Bidar, entre autres. Il y avait aussi la personne qui a fondé L214, j'ai oublié son nom, Brigitte. Et il y avait aussi Satish Kumar. Donc c'était vraiment formidable. Donc moi j'ai fait un atelier avec Jean-Paul Dessy le dimanche matin. Alors Jean-Paul, voici donc, il y a quelques photos heureusement. Jean-Paul est un violoncelliste extraordinaire, c'est un très grand instrumentiste et c'est aussi un compositeur et un chef d'orchestre qui a une sensibilité très forte pour la non-dualité, la méditation. Sa musique vient de ce silence et nous y ramène. Il a notamment fait une composition de requiem autour d'un livre de Jean-Yves Leloup. Donc voilà, j'ai découvert Jean-Paul quelques jours avant l'atelier, on a tout de suite sympathisé et on était très en harmonie. J'espère qu'on refera des ateliers de ce genre. Donc le voici jouant son merveilleux instrument et lors de l'atelier. Voilà. Donc je me propose de refaire cet atelier avec le PowerPoint que j'avais utilisé, sans malheureusement Jean-Paul. Jean-Paul, si tu m'entends, je te salue, je t'embrasse très fort et je te remercie encore pour ce magnifique atelier qu'on a fait ensemble. Et puis les photos qu'on vient de voir sont d'Olivier Adam, donc je remercie aussi pour les photos. Voilà, donc je vais maintenant reproposer cet atelier. Voilà, donc l'atelier s'appelait La philosophie pour changer de regard. Donc je le faisais avec Jean-Paul, Jean-Paul Dessy, comme je viens de le dire, ce violoncelliste merveilleux. Donc là, ce sera moins... voilà, il faudra se passer de lui, ça va sûrement moins bien. J'espère qu'avec Jean-Paul, on pourra faire d'autres ateliers, mais en tout cas, je vais quand même essayer de vous présenter l'essentiel de ce qu'on a fait ensemble. Alors, la philosophie pour changer de regard, donc j'ai commencé par faire remarquer que, ce qui est bien connu, que la philosophie, bien c'est un mot, pardon, je reviens en arrière, là voilà, la philosophie c'est un mot qui vient du grec, bien sûr, comme tout le monde sait, philosophia, qui est composé du verbe philein, aimer, et sophia, la sagesse, ou le savoir. Donc la philosophie signifie l'amour de la sagesse. Alors ça c'est très important, parce qu'en effet pour les Grecs, pour les écoles grecques, la philosophie ça n'est pas seulement une entreprise théorique, une réflexion intellectuelle, c'est quelque chose c'est un chemin de vie, c'est quelque chose qui doit transformer notre vie et nous conduire vers en effet davantage de sagesse, vers davantage de bonheur, vers davantage de liberté. C'est vrai pour l'épicurisme, c'est vrai pour le stoïcisme, c'est vrai même pour le scepticisme.
Donc la philosophie, c'est un véritable chemin de transformation de soi. Bon, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'université de philosophie, la philosophie, c'est globalement quand même seulement une entreprise intellectuelle. Ce qu'on nous demande, c'est de savoir faire des dissertations, de savoir faire des explications de texte, de connaître les auteurs. Tout ça est très bien, très intéressant. Mais si vous voulez, on ne s'intéresse pas vraiment à la transformation de votre vie, de votre existence. Est-ce qu'après toutes ces années de philosophie, vous êtes capable de mieux, d'être plus libre, d'être moins dépendant? Est-ce qu'après toutes ces années de philosophie, vous allez vers davantage de joie? Bon, tout ça, ça n'est jamais interrogé, c'est pas le sujet, malheureusement. Mais la philosophie, pour moi, eh bien, ça correspond à ce que les Grecs entendaient par philosophie, cet amour de la sagesse. Alors le thème de l'atelier, c'est donc changer de regard par la philosophie. Alors changer de regard, ça peut avoir deux sens. Il faut vraiment les distinguer, c'est important. Alors d'abord, ça peut avoir un sens d'abord intellectuel. C'est changer sa compréhension du monde, des autres et de soi-même. C'est un processus intellectuel. Alors, donc ça c'est important aussi en philosophie. Par la connaissance, par la réflexion, on va changer sa perspective intellectuelle sur le monde, ou sur les choses, ou sur les animaux. Tenez, lors de la conférence, lors d'une des conférences à la journée émergence, il y avait la personne qui a cofondé l'association L214 qui nous informe du sort qu'on fait aux animaux et qui essaye d'améliorer ce sort. J'ai oublié son prénom, là je crois que c'est Brigitte. Et donc la conférencière nous a montré pourquoi il fallait changer sa manière de comprendre les animaux. Donc elle nous a montré que les animaux étaient des êtres conscients, que c'était des êtres sensibles, qui savaient jouer, qui aimaient apprendre, qui aimaient... qui comme nous, voilà, étaient des êtres conscients et sensibles. Et donc, du fait de ce changement de compréhension, on peut aussi changer son action sur les animaux, devenir par exemple vegan, essayer de les protéger. Donc le changement de compréhension, il est essentiel et conduit à un changement d'action, voire un changement affectif aussi, puisqu'on peut ensuite ressentir différemment. Donc ça c'est important. Changement de compréhension du monde. Mais il y a un autre sens, pour moi aussi, à l'expression de changer de regard, c'est que changer de regard, ça peut être aussi changer sa perception du monde, des autres et de soi-même. Et par perception ici, vous voyez, j'ai pris au sens concret, par perception ici, je veux vraiment dire percevoir. C'est-à-dire que ce changement de regard peut être un changement perceptif du monde. Vraiment, on peut, par la philosophie, vraiment voir le monde d'une toute autre façon. Donc il s'agit d'une expérience perceptive, d'un processus sensitif. Alors, bien sûr, ça peut paraître étrange de dire qu'on puisse changer sa perception du monde, mais pas tant que ça, parce qu'en fait notre perception du monde, elle est conditionnée par nos préjugés, elle est conditionnée par nos pensées, conditionnée par notre culture, conditionnée par nos identifications. Et donc si on réfléchit, si on travaille sur ces identifications, ces préjugés, et ces identifications, voilà, il peut se produire un événement qui fasse que la perception du monde apparaisse différemment. Moi, pour comprendre que c'était possible, j'ai dû passer par la philosophie orientale. J'ai eu la chance un jour de m'intéresser à la philosophie orientale, la philosophie indienne notamment, et de lire ces textes, par exemple de Bouddha ou de Shankara, qui était un philosophe indien très important du 8e siècle en Inde. Et là, j'ai découvert qu'en effet, eh bien, un changement perceptif était tout à fait possible. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle en Inde moksha, libération ou éveil. Alors, mais j'ai découvert ensuite, avec ce détour par l'Orient, si vous voulez, que c'est quelque chose qui existe aussi dans nos traditions, bien sûr. Hein. Par exemple, chez Plotin, je vous donne la citation tout de suite. Donc Plotin est un philosophe qui écrit grec, mais qui vit en Égypte, à Alexandrie, au IIIe siècle après Jésus-Christ. C'est un philosophe très très important, qui a eu une immense influence sur la mystique chrétienne notamment.
à travers saint Augustin. Donc voici ce qu'il dit: échange cette manière de voir pour une autre et réveille cette vision que tout le monde possède mais dont peu font usage. Donc, vous voyez ici, il appelle bien un changement de vision. Il s'agit de changer de manière de voir. Et par manière de voir, ici, il s'agit de perception. Une perception d'ailleurs qui contient aussi une connaissance, mais qui est déjà une perception. Donc nous avons une manière habituelle de voir. Voilà, je vois les objets, je crois en tout cas, je vois les objets, je vois mon corps, je vois les autres. Eh bien, nous allons éveiller une autre vision. Nous allons éveiller une autre vision qui est déjà là, que tout le monde possède, qui est déjà là, qui est toujours là chez tout le monde, mais dont peu font usage. Voilà, parce que cette vision, elle est endormie en nous, et donc il va falloir la réveiller. Et donc on retrouve ici l'idée d'éveil, on va réveiller cette vision. Et d'ailleurs, il y a dans les textes de Plotin, dans les Énéades, des pages admirables sur cette nouvelle vision qui s'éveille. Alors je reviens à la diapo d'avant. Voilà, pour vous dire donc que voilà, par la philosophie, par un changement de compréhension, on peut aboutir à un changement de vision. Dans la voie de la philosophie, c'est la voie de la connaissance. Alors il y a d'autres manières de changer son regard au sens perceptif. Il y a bien sûr l'art ou la musique. J'avais avec moi cette magnifique violoncelliste, Jean-Paul. Donc voilà, Jean-Paul a dû la jouer un morceau, a dû improviser un morceau. Donc là, en effet, les œuvres d'art, quand elles sont vraiment de tout premier ordre, les œuvres d'art peuvent aussi changer notre perception. Quand vous êtes devant un beau tableau, et bien justement la beauté du tableau va réveiller en vous cette autre manière de regarder, cette autre manière de voir, qui n'est plus la manière habituelle. Et c'est pour ça que les œuvres d'art ont tant de valeur, c'est pour ça qu'elles ont une valeur inestimable, c'est parce qu'elles servent en quelque sorte à nous réveiller la vision. Et c'est ce qu'on appelle le beau, l'expérience esthétique du beau. Ce changement de regard, il peut se produire aussi dans les voyages. Parfois, les voyages nous décalent par rapport à notre manière habituelle de voir les choses, nous décalent par rapport à nos habitudes, et quelque chose de nouveau peut apparaître. Ça peut être un paysage aussi extraordinaire. Vous allez en Corse, devant le golfe de Porto, qui est magnifique, et là, eh bien, devant ce magnifique paysage, vous découvrez une autre manière de voir, autre manière de voir que celle de la vie quotidienne. Alors ça peut aussi être parfois, étonnamment, des maladies, des dépressions qui vont changer notre perception du monde. Il y a pas mal de témoignages de gens qui, dans la dépression la plus noire, tout d'un coup découvrent une lumière nouvelle, une autre manière de voir le monde. Dans mon livre sur l'éveil spirituel, j'ai donné des exemples de telles transformations du regard par la dépression. Bon, heureusement, on n'a pas besoin uniquement d'être dépressif pour voir différemment le monde. La philosophie nous permet aussi ce changement. Donc voilà Plotin. Alors, pourquoi changer de regard finalement? À quoi ça sert de changer de regard? Eh bien, je vais essayer de vous montrer dans ce petit atelier que le changement de regard peut vraiment changer la vie aussi, profondément. En tout cas, moi, ça a changé la mienne de manière complètement inattendue et incroyable. Ça va nous changer, ça va changer notre rapport aux autres et ça va changer notre rapport au monde. Donc on va être plus authentique, plus détendu, plus joyeux, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. On va être plus ouvert aux autres, plus présent au monde. Donc la transformation du regard, c'est aussi une transformation de la vie, profonde, et qui n'a que des aspects positifs. Donc ça c'est chouette. Alors je vais commencer par cette citation de Bergson. Je vais la mettre en grand si j'y arrive. Voilà. Donc Bergson est un philosophe du XXe siècle, voilà, un des plus grands philosophes français. Et il y a cette phrase que je cite souvent, qui est assez connue, où il dit « Nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. » Alors cette phrase, elle peut paraître étrange, parce qu'a priori, on voit le monde. A priori, je vois cette table, par exemple, ou ce mur, ou bien je peux voir l'arbre dans la cour. Donc, a priori, je vois les choses, je ne suis pas aveugle. Donc,
pourquoi Bergson nous dit-il qu'on ne voit pas les choses mêmes? Eh bien, voilà, il nous informe ici qu'on pose des étiquettes sur elle. Et en effet, je ne vois pas la table, je vois une idée de table, je vois un concept de table. Je ne vois pas le mur, je vois un concept de mur. Je ne vois pas l'arbre, je vois un concept d'arbre. Donc je ne vois pas vraiment ce qui est là devant moi. Je me contente de coller une étiquette, un concept, un mot dessus. Je fais appel à la mémoire, je fais appel au langage, au symbole. Et du coup, je me contente de ça. Donc c'est comme si il y avait entre moi et le monde un voile de concepts qui m'empêche de le toucher, enfin, qui m'empêche de le voir vraiment, si vous voulez, de le percevoir. Et ce que dit Bergson aussi un peu plus loin dans le texte, c'est que c'est pas seulement vrai pour le monde, c'est aussi vrai pour soi. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas soi-même, on ne se perçoit pas soi-même. Là encore, on perçoit des images, on se contente d'images. L'image qu'on voit de soi dans le miroir, par exemple, l'image corporelle qu'on a de soi dans la tête, ou l'image que les autres nous ont renvoyée nous-mêmes. Donc on vit dans un monde qui est un monde mental, finalement, qui n'est plus le monde réel. J'avais déjà parlé de ça dans une vidéo, mais voilà, je le reprécise ici. Donc, pour voir le monde, il faut réussir à percer ce voile d'étiquette et de langage. C'est ce que j'avais dit dans la diapo suivante. Voilà, il faut aller au-delà des concepts du langage. Les concepts du langage nous préjugent notre mémoire, nos identifications, nous empêchent, il y a une faute d'ailleurs, ENT, de voir le réel tel qu'il est. Donc, c'est pourquoi nous allons commencer maintenant une première expérience. Alors, donc, voici l'expérience numéro 1. Alors, cette expérience numéro 1 est un exercice d'attention. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur cette expérience, mais là, dans l'atelier, personne ne connaissait, sauf 2 personnes, je crois, sur 100, connaissaient cette expérience, donc je pense que c'est peut-être le cas pour vous, vous êtes peut-être nombreux à ne pas le connaître. Donc, c'est un exercice d'attention qui nous montre que c'est pas si simple de voir le réel tel qu'il est. Alors, donc, en quoi ça consiste? Je vais faire apparaître une phrase à l'écran. Je vais vous la laisser à l'écran un certain temps, suffisamment longtemps pour que vous puissiez la lire, puis je vais l'enlever. Ensuite, je vais lire une phrase et je vais vous demander si c'est ce que vous avez lu. D'accord? Donc, est-ce que ce que je vais lire correspond à ce que vous avez lu? Alors, je vais mettre ça en grand pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, je vais vous montrer cette phrase. Alors, ne posez vos stylos si vous prenez des notes, juste regardez la phrase, attentivement. Voilà la phrase qui s'est affichée, je l'enlève. Je l'enlève et je vais, moi, lire une phrase. Et alors, la question, c'est est-ce que vous avez lu la même phrase? Voici la phrase, moi je l'ai là. Voyez-vous ce que vous voyez ou voyez-vous ce que vous voulez voir? Voilà, donc est-ce que vous avez lu la même phrase que moi? Alors là, dans la centaine de personnes qu'il y avait dans l'atelier, seules 2 ou 3 personnes ont levé la main sur 100. Donc 2 ou 3 personnes avaient lu une phrase différente. C'est assez étonnant. Donc je vais vous remontrer la phrase. Je la mets encore en grand. Donc soyez attentifs. Et je l'enlève. Voilà. Alors, je vais la relire, puisque je l'ai sous les yeux, la voici. Enfin voilà la phrase que moi je vous lis. Voyez-vous ce que vous voyez ou voyez-vous ce que vous voulez voir? Alors là, dans l'atelier, il y a un peu plus de personnes qui ont levé la main. C'est passé de 3 à 10 à peu près. Mais une grande majorité des gens n'ont pas vu ce que je cherchais à leur montrer. Il y avait notamment Alexandre Jolien qui était dans la salle. Et je crois bien qu'il n'a pas levé la main non plus. Alors, mais c'est normal, parce que ça veut dire que c'est pas si simple d'être attentif. Alors, je vais vous remontrer la phrase maintenant. La voici. Et là, si on est attentif et qu'on regarde tous les mots qui sont écrits, voici ce qu'on voit. Voyez-vous ce que vous voyez ou voyez-vous ce que vous voulez voir? Vous voyez, il y a deux fois le mot que
voyez-vous ce que vous voulez voir. Et voilà, je pense que c'est pas si simple de voir les deux que, parce qu'on lit vite en fait, on lit vite, et du coup, le mental ou la connaissance qu'on a de la grammaire fait que, eh bien, ce deuxième que là devient aveugle, on ne le voit pas, quoi. Bon, moi non plus, j'avais pas vu, quand Douglas Harding, c'est lui qui m'a montré cet exercice, m'a montré la phrase, j'avais pas vu les doubles que. Alors bon, là on dira c'est pas grave, hein, c'est peut-être même mieux de ne pas voir les deux que, parce que du coup on peut lire plus vite, c'est comme ça qu'on fait, on lit super vite, et le cerveau compense en quelque sorte les erreurs de grammaire, mais voilà, pourtant j'avais dit d'être attentif, donc même en étant prévenu d'être attentif, c'est pas si simple de voir le réel tel qu'il se donne à nous. Alors, est-ce qu'il est possible de voir le monde? Alors là, il y a une phrase de Rilke que j'aime beaucoup, que je donne aussi souvent, tirée des élégies de Duino. Rilke est un poète allemand du XXe siècle, début du XXe siècle. Et les élégies de Duino sont des poèmes magnifiques. Ça, c'est tiré de la 8e élégie. Donc, où il dit « Dès l'enfance, on nous retourne et nous contraint à voir l'envers. Les apparences n'ont l'ouvert. » Donc, il s'est passé quelque chose après l'enfance, c'est-à-dire qu'on nous a retourné et on a cessé de voir l'ouvert. J'aime beaucoup ce mot ouvert, je crois que c'est Offenheit en allemand. L'ouvert, on ne voit plus l'ouvert, on voit les apparences. On nous a retourné. Et donc le poète ici a l'intuition que quelque chose s'est passé à la sortie de l'enfance. Pourquoi l'enfance? Parce que les enfants ont peut-être cette capacité de voir les choses telles qu'elles sont, parce qu'ils voient tout pour la première fois. Ils n'ont pas encore ils ne sont pas encore sous l'influence trop importante du langage et des concepts. Ils sont neufs, ils sont libres de la pensée et perçoivent le monde d'une façon neuve. Moi, j'ai des souvenirs d'enfance où ma perception était différente de maintenant. Ma perception me semblait plus vive, plus intense. Et j'avais bien l'impression, en effet, d'être ouvert à la totalité du monde qui se donnait en moi. Je vivais souvent dans une ferme chez ma grand-mère et je me souviens de ces odeurs de foin, du son de la pluie, c'était en Bretagne, de ce paysage, du ciel qui vraiment, littéralement, entrait en moi avec une intensité qu'après j'ai perdue. Et donc ça a été pour moi incroyable de m'apercevoir que je pouvais retrouver cet esprit d'enfance, que je l'avais retrouvé grâce à la philosophie. Et en fait, on peut retrouver cet ouvert, on peut reconnaître cet ouvert en soi grâce à la philosophie ou grâce à l'art, mais c'est tout à fait possible. Vous voyez ? Voilà, pouvons-nous retrouver le regard de l'enfant émerveillé en nous? Pouvons-nous retrouver l'ouvert? Donc ça, c'est un tableau de Monet. Magnifique tableau de Monet, je vous le mets en grand là, pour le plaisir. Voilà, et on voit un petit enfant qui joue à côté des adultes. Voilà. Donc oui, nous pouvons retrouver ce regard de l'enfance, à condition de bien distinguer le voir du penser. Entre-temps, j'ai trouvé cette phrase de Swami Prajnapath, qui était le maître d'Arnaud Desjardins, qui était un maître indien. Il dit ceci: la différence entre voir et penser est énorme. On pense avec le mental tandis qu'on voit avec la faculté de perception. Voilà. Il s'agit de distinguer voir et penser, et en réalité, on confond les deux. C'est-à-dire qu'on pense le monde, on ne le voit plus. Donc là, il s'agit enfin de revenir à cette véritable perception à partir de l'ouvert. Donc là, j'avais proposé une deuxième méditation toute simple, je vous la propose aussi. Alors, je vous demande d'étendre vos bras devant vous. Alors, voilà, vos bras devant vous, voilà. Donc, les bras devant vous sont ouverts à, mettons, 5 degrés, comme ça, vous voyez. Et c'est souvent comme ça qu'on voit le monde, c'est la vision tunnel, comme disait Douglas Harding, vision tunnel. Donc on voit une toute petite partie du monde, hein, parce que cette partie du monde, elle est conditionnée par nos intérêts, les intérêts de l'ego, par exemple. C'est un peu comme si on avait des œillères, hein, pour ne percevoir qu'une toute petite partie du réel. En particulier, on ne voit pas trop les problèmes des autres, parce qu'on a nos propres problèmes, merci, ça va bien. Mais on peut ouvrir son regard, on peut ouvrir son champ de perception. Déjà, on va faire ça. Donc je vous invite à ouvrir vos bras
Donc là, vous embrassez de plus en plus de monde. Alors, la caméra ne va pas bien voir, mais faites l'exercice vous-même. Vous allez, voilà. Donc les 15 degrés deviennent 20 degrés, 30 degrés, 45 degrés, 90 degrés, 100 degrés, 120 degrés. Et vous pouvez aller à peu près jusqu'à 180 degrés. Vous pouvez ouvrir votre regard jusqu'à 180 degrés. Voyez. Et là maintenant, qu'est-ce que vous avez entre vos deux mains? Est-ce que vous n'avez pas la pièce entière? Et si vous sortez, ben, vous allez avoir le jardin et le ciel. Oui. Donc, l'ouvert dont parle Rilke, c'est déjà ce regard embrassant, ce regard inclusif, qui laisse le monde entrer en lui. Et encore une fois, voilà, je dis que bien souvent, on ne voit qu'une toute petite partie du monde, très étroite. Et là, il s'agit d'aller vers cette ouverture du regard. Ouvrir son regard à 180 degrés. En fait, il n'y a même pas à l'ouvrir, parce que d'une certaine façon, il est déjà ouvert, en réalité. C'est juste la pensée qui le réduit, c'est la pensée qui le limite, mais il est ouvert. Donc ça, c'est une première étape, si vous voulez. Ouvrir son regard à 180 degrés, de façon à laisser le monde rentrer en lui. Et lors de l'atelier, j'ai donné cette anecdote que j'ai trouvée dans un texte zen. Dans un monastère zen, en fait plutôt Chan, puisque c'était en Chine, dans un monastère bouddhiste chinois, un moine demande à son maître dans le monastère, « Maître, pouvez-vous nous dire le secret du zen ?» Alors le maître dit, « D'accord, je te le dirai, mais je le dirai à tout le monde, donc ce soir, après la méditation du soir, eh bien, je vous le dirai. » La nouvelle se répand dans le monastère que ce soir, le maître va enfin dévoiler le secret du zen, ce qui n'est pas rien. Donc, pendant toute la journée, les moines sont excités et impatients de la méditation du soir. Donc ils arrivent à la méditation, ils essaient de méditer, c'est quand même un petit peu... voilà, ils ont hâte quoi, que le maître arrive. Et après la méditation, le maître arrive, il monte sur l'estrade et il dit ceci à ses moines. « Moines, je vais vous donner le secret du zen. Le secret du zen, c'est ceci. » Et il écarte ses bras à 180 degrés. Voilà. Le secret du zen, c'est ceci. Voilà, vous voyez, donc c'est très très profond. Le zen, c'est découvrir ce regard ouvert, ce regard embrassant, cette vision totale, finalement, dans laquelle le monde apparaît. Et alors évidemment, ce regard ouvert, bon, on peut l'avoir dans une pièce, mais on peut l'avoir aussi évidemment devant la mer, dans un désert, en montagne. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens aiment aussi maintenant faire des voyages spirituels dans le désert ou à la montagne. Parce que voilà, là, quand on ouvre les bras, évidemment, on a une immensité qui apparaît dans cette ouverture et on se sent beaucoup plus grand. Hein, au lieu de se sentir chosifié, limité au petit personnage, enfermé dans une boîte, quoi. Hein, bien, par ce petit geste, on se découvre immense, quoi. On se découvre immense, et le monde entre en nous. Le monde entre nous et vient habiter en nous. Donc, c'est déjà un changement de regard. Alors, mais ce changement de regard n'est pas encore total, si je puis dire, puisqu'on peut aller encore plus loin. Alors, la question que je pose maintenant, c'est qui voit en nous, qui est le voyant et où est-il? Alors, pour répondre à cette question, on a des réponses toutes faites. On pense que le voyant est quelque part derrière les yeux. On pense que le voyant est caché dans la tête, à l'intérieur, et qu'à partir de là, il voit le monde à l'extérieur. Alors, on ne sait pas très bien où il est, le voyant. Est-ce que c'est 2 cm et demi derrière les yeux, 5 cm, on ne sait pas très bien, c'est pas très clair. Mais voilà, c'est plutôt vers là qu'on situe le voyant derrière les yeux. Dans le cerveau peut-être. Ouais, on situe peut-être le voyant dans le cerveau. Alors, intéressons-nous à la vision, au regard. Qu'est-ce qu'il voit? Alors je vais mettre en grand là, je vais mettre en grand la diapo pour que ce soit plus clair. Voilà, en fait il y a 2 manières de comprendre la vision. Il y a la vision du point de vue objectif. Comment je pense voir? Eh bien c'est un œil. Voilà, vous voyez un œil qui regarde un arbre, donc vous avez l'arbre dehors là,
Et l'arbre se reflète au fond de l'œil, il est inversé, et puis ensuite il y a des informations qui transmettent. Enfin, il y a des nerfs, nerfs optiques et puis des neurones qui transmettent l'information au cerveau, et puis un autre arbre apparaît au fond du cerveau. Donc c'est comme ça que on pense voir, c'est comme ça que la science nous dit que se produit la vision. Bon, alors c'est déjà un peu problématique parce qu'il y a 3 arbres du coup, il y a un arbre dehors, un arbre inversé au fond de l'œil et un arbre dans le cerveau. Ce qui paraît étrange puisque, voilà, a priori, il n'y a qu'un œil. Mais en tout cas, c'est la vision, c'est la compréhension objective, on pourrait dire c'est le point de vue de la science en 3e personne. Et puis, il y a la vision en 1re personne. Vous voyez, c'est l'image à droite, là j'ai photographié l'arbre dans le jardin. Donc là, c'est très différent parce que, vous voyez, là, il y a l'arbre, il y a mon bras, mais il n'y a pas d'œil. Il n'y a pas d'œil, il n'y a pas de cerveau non plus. Il n'y a qu'un seul arbre. Il n'y a pas un arbre inversé au fond de ma rétine et un 3e arbre dans le cerveau. Il y a juste un arbre. Vous voyez? Voilà, il y a juste un arbre. Et pas d'œil. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a un arbre et pas d'œil. Et c'est comme ça qu'on le voit en fait. Donc il y a 2 compréhensions possibles de l'acte de voir. Soit une compréhension scientifique, objective, qui a sa valeur, bien sûr, qui a son importance, à sa place. Et puis il y a la vision subjective, la vision perceptive, et qui est celle que nous vivons tout le temps en fait. Et il me semble que en mélangeant les 2 perspectives sur la vision, on confond le voir et le penser. Et donc on va recréer un œil, voire recréer un voyant, là où en fait l'expérience ne nous en montre pas. Et donc la vision, la perspective objective, qui est celle de la science en 3e personne, ça, encore une fois sa valeur, elle permet par exemple de guérir peut-être des troubles de la rétine. Et puis il y a la vision, la perspective en 1re personne, qui est ce que nous vivons. Vraiment, c'est ça que nous vivons. Même le neuroscientifique, il vit ça aussi, c'est-à-dire qu'il vit un arbre et pas d'œil. La vision, c'est un arbre et pas d'œil. Alors, cette réflexion, on la trouve chez les philosophes. Par exemple, chez Wittgenstein, qui est un philosophe du début du XXe siècle, philosophe autrichien, très important dans le champ de la philosophie. Et voici ce qu'il écrit. « Rien dans le champ visuel ne te permet d'inférer que cela est vu par un œil. » Voilà. Dans le champ visuel, dans la vision, là maintenant, vous ne voyez pas d'œil. Non, comme moi, vous ne voyez pas d'œil. Vous voyez ce qui se donne à vous, et c'est tout. Et donc, il y a une vision sans œil, en fait. L'œil, on rajoute par la pensée, et on confond du coup penser et voir. Donc changer de regard, ce serait déjà revenir à la perception subjective, revenir à ce qu'on vit, quoi, revenir aux données, revenir au réel, et non pas à une pensée de la vision. Ça me paraît vraiment assez essentiel. Distinguer une perspective objectiviste de la vision et revenir à la perception subjective. Alors, donc, dans le champ visuel, il n'y a pas d'œil, on ne voit pas d'œil, hein, il y a juste, juste le réel qui se donne à nous. Et il n'y a pas non plus de voyant. Hein. Si je reviens à la diapo précédente, vous voyez mon bras, vous voyez l'arbre, mais est-ce que vous voyez un voyant? Y a-t-il un voyant? Non, il n'y a pas de voyant là. Alors bien sûr, vous pouvez dire que le voyant il est de ce côté, quoi. Il est entre l'appareil photo et il est derrière l'appareil photo. Oui, on peut rajouter en imagination un voyant derrière l'appareil photo, mais en fait il n'y en a pas. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. Alors, du coup, le changement de regard, eh bien, il peut se produire à tout instant. Par exemple, là, une citation de Krishnamurti, que je trouve très belle. En contemplant cet arbre splendide, on se demande qui observe, et il finit par ne plus y avoir d'observateur du tout. Tout est si intensément vivant, il n'y a que la vie. Vous voyez, donc là, Krishnamurti vit une expérience de vision non duelle. Il n'y a plus de dualité entre quelqu'un qui observe et quelque chose qui est observé. Donc c'est ça la vraie vision, c'est ça changer de regard. C'est réaliser que, en contemplant un arbre, il n'y a plus quelqu'un qui regarde. Il y a juste l'arbre, d'ailleurs qui est au-delà du concept d'arbre, hein,
il y a quelque chose de vivant, comme dit Krishnamurti, d'intensément vivant, qui apparaît dans le champ de la perception. Il n'y a que la vie. Or, nous, si vous voulez, ce que nous faisons, c'est que nous rajoutons un observateur en plus de la chose observée, on crée une dualité, quoi. Du coup, il y a un voyant, quelque chose vu, entre les deux, il y a une distance, et puis en fait, je ne vois pas l'objet parce que je le pense. Donc, changer de regard, c'est sortir de cette dualité, sortir de cette dualité entre un observateur et une chose observée. Et là, Krishnamurti décrit très bien cette expérience. Et beaucoup. Bon, là, j'ai pris Krishnamurti, qui est un philosophe indien du XXe siècle, bon, qui est très connu, mais ça arrive à plein de gens beaucoup moins connus qui vivent cette ouverture. Et d'ailleurs, quand on fait cette expérience, c'est en général une expérience très très belle et très forte, et très intense. C'est comme si on voyait le monde pour la première fois. Moi, c'est l'effet que ça m'a fait. C'est comme si j'avais vu le monde pour la première fois. Je me souviens, quand c'est arrivé, donc j'étais chez moi. Voilà, il y a cette vision qui apparaît, j'ouvre la fenêtre pour respirer, et en bas, dans la cour, il y avait 2 poubelles vertes, comme il y en a à Paris, là. Et le vert de ces poubelles était si intense, si vivant, que je suis tombé en arrière, littéralement tombé en arrière, tellement c'était puissant, en fait. J'avais jamais vu le vert de ma vie, ou en tout cas, je ne l'avais plus vu depuis l'enfance. Et là, ce vert était sublime, sublime. Voilà, donc, quand on découvre, quand on revient à la vraie vision, il n'y a plus quelqu'un qui observe et il n'y a plus quelque chose d'observé. Alors là, j'avais proposé une troisième méditation. Troisième méditation qui vient aussi de l'enseignement de Douglas Harding. À travers quoi voyons-nous le monde? 2 yeux, un œil ou une fenêtre transparente? Alors voilà, on croit voir le monde à travers 2 yeux, mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Donc là, on va faire une petite expérience. On a fait une petite expérience. Donc j'avais invité les gens à faire une paire de lunettes comme ceci, vous voyez. Donc je vous invite à faire la même chose, paire de lunettes. Donc cette paire de lunettes, elle comporte 2 petites ouvertures et bon, elle irait très bien aux autres qui apparemment voient le monde à travers 2 yeux. Mais est-ce qu'elle vous va à vous? Alors, vous voyez que ce sont une paire de lunettes, c'est composé de 2 petits trous et 2 petits trous séparés. Hein. Je vois dans le petit trou de gauche un petit bout de la pièce, un bout d'oreiller là, et dans le petit trou de droite, je vois un petit bout de la caméra. Donc c'est petit et limité. Maintenant, je vais rapprocher de moi et je vous invite aussi à faire cette expérience. Je vais le faire pour vous après d'ailleurs, vous allez voir. Donc vous rapprochez de vous cette paire de lunettes et vous voyez que les 2 petits trous s'agrandissent. Hein, il y a de plus en plus de choses qui apparaissent à gauche et à droite, mais ça reste encore séparé. Maintenant, vous la placez sur vous, complètement. Et là, je vous pose la question, combien y a-t-il de trous? Je pense qu'il n'y en a plus qu'un maintenant, non? Un seul trou, et non plus 2 petits trous, mais un seul trou, un trou unique. Voilà, et quelle est la taille de ce trou? Est-ce que c'est petit ou est-ce que c'est grand? Alors là, pour découvrir la taille, il faut ouvrir les doigts, puis ouvrir les mains, et même ouvrir les bras, et aller chercher là-bas les limites de ces trous, de ce trou, les limites de cette ouverture. Et en fait, les limites de ce trou, ben, c'est les limites de la pièce. Donc on ne voit pas à travers 2 petits yeux, mais on voit à partir d'une immense ouverture, sans bord, sans limite, transparente. Alors je vais voir si je peux le faire pour vous. Vous voyez? Donc là, vous voyez, j'approche de vous les 2 petits trous, et à un moment donné, vous voyez, voilà, ça devient un œil unique, voilà, une ouverture, ici. L'ouverture, elle est là pour vous, elle est de ce côté, et si vous essayez de voir le bord de l'ouverture, eh ben, en fait, l'écran de l'ordinateur, il apparaît dans un immense espace, hein, une immense ouverture. Donc là, ça s'appelait l'expérience de l'œil unique. Voilà, l'expérience de l'œil unique, parce qu'on voit le monde à travers une seule ouverture, qui n'est même pas un œil en fait. En réalité, c'est une espèce oui, l'ouverture, l'ouvert comme l'appelle Rilke. L'ouvert comme l'appelle Rilke. Et j'avais donné lors de l'atelier cette citation de Maître Eckhart qui m'était venue en mémoire, et je m'en souviens maintenant aussi. Maître Eckhart, donc ce grand mystique chrétien du XIVe siècle, qui parlait de non-dualité aussi, mais dans un langage chrétien, ce qui lui a valu d'ailleurs des ennuis avec l'orthodoxie papale. C'était Jean XXII à l'époque. Il a été, heureusement il est mort avant son procès, mais
Plusieurs de ces textes ont été considérés comme dissonants, voire hérétiques. Donc il a échappé de peu au bûcher, probablement. Mais en tout cas, il y a une phrase de lui que j'aime beaucoup. Il dit ceci, l'œil par lequel Dieu me voit et l'œil par lequel je vois Dieu sont un seul et même œil, une seule et même vision, une seule et même connaissance, un seul et même amour. Mais c'est magnifique. Alors il appelle ça Dieu, c'est l'ouvert, il appelle Dieu. Pourquoi pas? Dieu, en fait, c'est un mot indo-européen qui signifie lumière. Hein. Donc oui, c'est la lumière de la conscience. Donc la lumière de la conscience, Dieu et moi, eh bien, avons le même œil. Donc c'est vraiment la non-dualité. À partir de quoi est-ce que vous regardez le monde? À partir de deux yeux? Non, je ne crois pas. Vous regardez le monde à partir d'un ouvert, d'un œil unique, enfin, d'une lumière, d'une ouverture. Et qu'est-ce qui regarde à travers cette ouverture? Ce n'est pas l'individu, ce n'est pas José qui regarde en ce moment cet écran ou cette caméra, ce n'est pas José. Personne ne regarde en réalité, sauf peut-être cette lumière consciente que Maître Eckhart appelle Dieu. Donc, c'est assez, évidemment, cet exercice est très profond, puisque, vous voyez, il nous ramène directement à la vraie vision, à la vision réelle. Vous voyez? Donc, quand mon regard se trouve dans la vie courante, quand mon regard devient à nouveau étroit, limité, quand je suis à nouveau enfermé dans le personnage, vous voyez, ce que vous voyez là, eh bien, simplement, je regarde à travers quoi je regarde. Je contemple à travers quoi je contemple. Est-ce que c'est deux yeux ou est-ce que c'est un œil? Et quelle est la taille de cette ouverture? Il suffit que, vous voyez, j'ai même pas besoin de faire ce geste, au bout d'un moment, juste, je vois la taille de l'ouvert. Et là, je me retrouve instantanément dans cette lumière consciente, dans cet ouvert, dans cet espace d'accueil qui est plein du monde. C'est magique, c'est absolument magique, magique, magique. Alors, là j'avais donné une phrase de Jon Kabat-Zinn pour montrer que c'est pas des choses qui surgissent de mon esprit, mais voilà, Jon Kabat-Zinn, il a plus d'autorité que moi, il est plus connu, donc c'est vraiment celui qui a mis la pleine conscience, la méditation pleine conscience au centre de pas mal d'attention aujourd'hui. Voici ce qu'il écrit: l'égocentrisme s'efface, la présence n'a plus ni centre ni périphérie, il ne reste que la connaissance, la vision, la sensation, la perception. Donc, quand on change de regard, quand on découvre cette ouverture, voilà, on découvre une présence qui n'a plus de centre, plus de périphérie. Je ne peux pas dire qu'il y a un centre ici, je ne peux pas dire qu'il y a une périphérie là-bas. C'est paradoxal d'ailleurs, parce qu'on nous dit de revenir au centre, ce qui est vrai, mais quand on revient au centre, le centre explose, il disparaît, ou il explose à l'infini. Et il n'y a que la vision. Il n'y a plus que la connaissance, la vision, la sensation, la perception, donc il n'y a plus quelqu'un qui regarde, il n'y a plus une chose observée, il y a vision. Cette vision est une connaissance. Ça, c'est tiré de son ouvrage, je pense, je n'ai pas noté la référence, mais je pense que c'est L'éveil des sens, Coming to Our Senses en anglais, et qui est un magnifique livre. Mais bon, ça, ce sont des dimensions spirituelles de la méditation chez Kabat-Zinn que beaucoup de gens ignorent en fait, mais la méditation, elle conduit à ce changement de regard, elle conduit à cet éveil vers la vision non duelle en réalité. Donc la vision est non duelle, donc ça c'est un dessin indien censé représenter Shankara au 7e siècle, donc 8e siècle. Shankara, donc ce grand philosophe indien, évidemment on n'a pas de représentation de lui, mais c'est une vue intéressante. Donc la vision est non duelle quand il n'y a plus de séparation entre un sujet qui voit et un objet vu. On vit alors une unité au-delà du sujet et de l'objet. En Inde, on appelle cette vision Advaita, non deux. Advaita, ça veut dire dualité, non deux, non duel. Vous voyez, donc, en fait, ces petits exercices tout simples nous conduisent jusqu'au cœur des plus profondes traditions philosophiques et spirituelles. Alors là, j'avais aussi pris cette citation de Chapkar, pour rendre hommage à Mathieu aussi, puisque Mathieu Ricard était en train de faire un atelier à côté, là. Donc Mathieu avait traduit du tibétain Chapkar, qui est un des grands maîtres tibétains du XVIIIe siècle. Et c'est ce texte admirable, hein, transparente présence, totalement ouverte, sans dehors ni dedans, et partout présente, sans limite ni direction. Le champ immense de la vue, état naturel de l'esprit, est semblable à l'espace, sans milieu, sans pourtour ni référence.
Donc Chapkar a écrit des textes qui sont tellement précis que si on est attentif, ils nous reconduisent à notre vraie nature, à la vraie vision non duelle. Donc cette présence qui est là pour vous, cette présence, elle est totalement ouverte. Il n'y a pas de dehors, pas de dedans. Vous ne pouvez pas dire ça c'est dehors et ça c'est dedans. Il n'y a pas de frontière entre dehors et dedans. Il n'y a pas de limite, on a vu, il n'y a pas de limite. C'est un champ immense de la vue. C'est l'état naturel de l'esprit, ce n'est pas un état qui est fabriqué, il a juste à constater que c'est là. Donc la Sardine disait, vous êtes construit grand ouvert, c'est vrai, vous êtes construit comme ça. C'est pas par vos propres efforts que vous allez créer cet espace, non, c'est déjà là. Semblable à l'espace, sans milieu, sans pourtour ni référence, donc il n'y a pas de centre, il n'y a pas de limite, pas de périphérie. Donc voilà, il s'agit dans la vision, de devenir finalement un avec le monde. Un avec le monde. Oui. De découvrir, de s'éveiller à cet espace dans lequel le monde apparaît. Alors, ce qui est vrai pour la vision est vrai pour tous les sens. Quand on habite la présence vaste, tous les sens s'éveillent. Dans l'écoute, on devient un avec les sons. Donc il n'y a plus quelqu'un qui entend le son, il y a le son qui apparaît dans le silence. Dans le goût, on devient un avec la saveur. Aussi, les saveurs s'éveillent. Elles apparaissent dans l'espace. En fait, la saveur n'apparaît pas dans la bouche. Subjectivement, elle apparaît dans l'espace. Donc aussi, on peut tout à fait, par la saveur, revenir à cette présence. Dans le toucher, on devient un avec la sensation. Dans l'odorat, on devient un avec le parfum. Alors évidemment, on était avec le violoncelliste Jean-Paul Dessy. Donc Jean-Paul nous a fait écouter des sons, et c'est vrai que il a bien montré que les sons surgissent dans le silence, en fait. Oui. Il y a beaucoup d'ailleurs de maîtres zen qui se sont éveillés à leur vraie nature par les sons. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo là-dessus aussi. Alors pour les parfums, j'ai trouvé aussi quelques exemples de maîtres zen qui s'étaient éveillés par le parfum. Par le parfum d'une fleur, par exemple. Et donc, nous sommes l'espace ouvert dans lequel tout apparaît, les formes, les couleurs, les sons, les pensées et les émotions. Voilà. Donc changer de regard, c'est changer tous ses sens, en fait, d'une certaine façon. C'est pas juste changer le regard de la vue, c'est changer d'oreille, c'est changer de langue, c'est tout d'un coup s'éveiller à cet espace conscient, à cette lumière consciente dans laquelle tout apparaît. Et ensuite, j'ai proposé une autre méditation. Méditation les yeux fermés cette fois. Changer de regard sur soi, méditation les yeux fermés. Alors, donc là pour l'instant, on a changé son regard en changeant sa vision. Là maintenant, je voulais montrer qu'on pouvait aussi changer sa manière de se vivre, les yeux fermés, qu'on peut accéder à sa vraie nature, accéder à cet espace ouvert, les yeux fermés. C'est peut-être même d'ailleurs plus facile pour pas mal de gens, les yeux fermés, parce que évidemment les yeux fermés, on a moins le support, on n'a plus du tout même le support visuel du corps, et on peut peut-être plus facilement, plus naturellement découvrir cette présence ouverte que nous sommes. Alors en plus, c'est un exercice qu'on peut partager avec des personnes aveugles, des personnes non-voyantes. Et d'ailleurs, dans l'assistance, pour l'atelier, il y avait Jean-Pierre Brouillot, qui est une personne aveugle. Et donc j'étais content de partager ça avec Jean-Pierre. La veille, le samedi, il avait fait une conférence magnifique, d'ailleurs, dans les journées d'émergence, dans laquelle il avait dit cette phrase « Je suis rien, je suis tout. Je suis nulle part, je suis partout ». Et cette phrase indique vraiment qu'il a l'expérience de sa vraie nature. Alors voilà, j'avais la chance lors de l'atelier d'être à côté de Jean-Paul Dessy, donc qui avait son violoncelle et qui nous a invités à accueillir les sons du violoncelle à partir du silence. Donc là, je n'ai pas de violoncelle, j'ai quelques petits outils qui font la musique. Donc voilà, je vais vous proposer une expérience les yeux fermés. J'ai déjà fait une vidéo sur ce thème sur ma chaîne YouTube, une vidéo assez longue sur la méditation les yeux fermés, donc je vais peut-être faire plus court.
mais je vous aurai, je crois, l'essentiel. Donc voilà, je vous invite à fermer les yeux et à ne rien faire. Voilà. Fermez les yeux, ne faites rien. Voilà, juste soyez présents, et nous le faisons tous très bien. Alors là, les formes et les couleurs ont provisoirement disparu, mais il reste bien sûr la présence, votre présence, sans laquelle il n'y a aucune sensation, aucun son, aucune pensée. Rien ne peut être perçu sans cette présence que vous êtes. Mais effectivement, souvent, nous nous identifions, nous limitons la présence au corps, nous chosifions la présence et l'enfermons dans un corps. Donc là, je vais vous demander, sur l'expérience de l'instant présent, est-ce que vraiment, vraiment, vous faites l'expérience d'être enfermé dans un corps? Est-ce que vous êtes enfermé dans une sorte de sac de peau à forme humaine? Est-ce que les sensations ont le pouvoir de vous enfermer? Alors si vous prêtez attention à vos sensations qui se donnent dans l'instant présent, faites le tour un peu des sensations qui sont là. Donc là pour l'instant, je crois que le corps vécu, pas le corps pensé, mais le corps vécu, se ramène à quelques sensations. Est-ce que vous êtes dans les sensations? Enfermé dedans? Ou est-ce qu'on ne peut pas plutôt dire que les sensations apparaissent en vous, dans la présence que vous êtes? Si vous prêtez attention à une sensation en particulier, prenez-en une, choisissez-en une. Est-ce que vous diriez que vous êtes dans la sensation? Est-ce que ce n'est pas plutôt la sensation qui apparaît en vous, dans l'espace éveillé que vous êtes? Est-ce que cette sensation a une forme elle-même? Est-ce qu'elle est triangulaire? Est-ce qu'elle est carrée? Est-ce qu'elle est ronde? Est-ce que c'est pas simplement une vibration qui n'a pas vraiment de limite bien définie, ni de forme bien définie, juste une vibration? Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de cette vibration? En dessous, à droite, à gauche? Dans quoi est-ce qu'elle apparaît? Est-ce qu'autour de cette vibration, il n'y a pas de l'espace, de la présence? À quelle distance êtes-vous de cette sensation? Pouvez-vous mesurer? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la sensation apparaît vraiment en vous à 0 cm, si vous voulez? Est-ce que c'est pas vrai pour toutes les sensations? Est-ce qu'elles ne sont pas des vibrations, quelques vibrations apparaissant dans l'espace de présence que vous êtes? Et les sons aussi. N'êtes-vous pas un espace de présence éveillé dans lequel apparaissent et disparaissent les sensations? Est-ce que vous pouvez trouver une limite à cet espace de présence? Vers le haut, est-ce que vous trouvez une limite? Est-ce que vous pouvez dire, ma présence, l'espace de ma présence s'arrête là et après c'est le monde qui commence? Est-ce que vous pouvez trouver une limite de ce genre? Une frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre le moi et le monde, vers le haut. Alors combien est-ce que vous mesurez? 1m50, 1m60? Il y a peut-être un chiffre qui vient de la mémoire, mais dans l'expérience de l'instant présent, est-ce que vous pouvez dire combien vous mesurez? Est-ce que ça pourrait pas être 10 mètres? 20 mètres? 100 mètres? 10 km? 1 million de kilomètres? 10 centimètres? Avez-vous les moyens de donner une mesure à cet espace de présence? Trouvez-vous des limites à cet espace de présence vers la gauche? Vers la droite? Devant? Derrière? En bas? N'êtes-vous pas l'ouvert, comme disait quelqu'un, l'ouvert, sans limite et sans forme, dans lequel apparaissent les sensations, les sons, les pensées, etc. Faites-vous le moindre effort pour être cet espace ouvert? Parce qu'on ne peut pas dire que c'est comme ça que vous êtes construit. Grand ouvert, vaste, sans limite, éveillé. Et le corps, là maintenant, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il se ramène à quelques sensations et de l'espace?
comme si un grand vent avait enlevé toute la matière, toute la matérialité. Parce que qu'est-ce que vous trouvez entre deux sensations maintenant? Sinon, justement, l'espace de la présence. Alors bien sûr, avec l'imagination, on peut essayer de recréer un corps humain, mais c'est vraiment par l'imagination, non? Parce que dans l'expérience, il y a, me semble-t-il, une présence vaste, sans limite, dans laquelle apparaissent quelques sensations. Et aussi des sons. Donc là, je vais faire apparaître des sons, donc sans le violoncelle de Jean-Paul. D'où est apparu le son et où a-t-il disparu? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est apparu du silence que vous êtes et qu'il a disparu dans le silence que vous êtes? Tout à l'heure, on a vérifié, je crois, qu'il n'y avait pas d'œil qui regardait, que c'était l'espace qui regardait. Est-ce que là aussi, on peut dire que c'est vraiment une oreille qui entend? Est-ce que ce n'est pas au contraire le silence qui entend? Si on est un peu distrait, on place les sons à l'extérieur de soi. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que les sons sont à l'extérieur de cet espace de silence que vous êtes? N'êtes-vous pas le silence dans lequel apparaissent et disparaissent les sons? À quelle distance l'espace de silence est-il du son? Trouvez-vous une distance entre ce qui entend et ce qui est entendu? On peut changer le regard, on peut aussi changer l'écoute et être cet espace de silence dans lequel tout apparaît et disparaît. C'est même d'ailleurs, on ne peut même pas séparer l'espace de silence et les sons. Les sons sont une vibration de cet espace de silence. Il y a unité entre l'espace de silence et les sons. Et donc faites-vous le moindre effort pour être cet espace de silence, éveillé, sans limite et sans forme, dans lequel tout apparaît et disparaît. Est-ce qu'on ne peut pas dire au contraire que c'est votre vraie nature, que c'est ce que vous êtes vraiment, 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 quand on cesse de s'identifier à une forme, à un corps, à une chose? Et là maintenant, est-ce que vous pouvez donner un âge à cette présence que vous êtes? Il y a peut-être un chiffre qui vient de la mémoire, mais est-ce que ça a à voir avec cette présence-là? Est-ce que c'est quoi, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, 150 ans, 500 ans, 1000 ans, 1 million d'années, 3 jours? Y a-t-il la moindre trace temporelle dans cette présence que vous êtes? Ne faites-vous pas l'expérience au contraire? Il y a quelque chose d'éternel, de toujours neuf, de toujours nouveau, d'atemporel dans cette présence que vous êtes. Voilà, donc découvrir cette présence, c'est comme revenir à la maison, revenir chez soi, mais un soi qui n'a plus de limites, qui n'a plus de frontières, qui est vaste et dans lequel tout apparaît. Maintenant, cet espace de présence a reçu beaucoup de noms dans les traditions spirituelles.
en Orient, en Occident. On l'a appelé nature de Bouddha, on l'a appelé Atman Brahman en Inde, on l'a appelé le soi, on l'a appelé Shiva, on l'a appelé lumière consciente, on l'a appelé conscience, être, source, on l'a appelé Dieu, on l'a appelé présence. Peu importe le nom, car vous êtes au-delà de tous les noms, sans effort. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Et voilà que ce que nous avons découvert les yeux fermés, cette présence sans limite et sans forme, et éveillée, nous la découvrons aussi les yeux ouverts, puisque voilà, l'espace de présence, il est là, il est sans centre, sans périphérie, et il accueille maintenant, en plus des sons et des sensations, il accueille les formes et les couleurs. Et c'est ce que nous sommes. Donc voilà, vous voyez que... j'ai fait une méditation un peu courte, mais vous voyez que c'est tout à fait possible de découvrir sa vraie nature, bien sûr, par la méditation, les yeux fermés. Alors en fait, pour changer de regard, il suffit de retourner son attention de 180 degrés. Retourne en toi-même et vois diplotin. Donc en grec, effectivement, ce retournement se dit épistrophée ou métanoïa. Et c'est le cœur de toutes les grandes traditions spirituelles et des philosophies. On nous invite à retourner notre attention vers l'intérieur, à retourner notre attention de 180 degrés. Alors évidemment, le mot épistrophée ou métanoïa a été traduit par conversion, mais ça n'a rien à voir avec une conversion, si vous voulez, de croyance ou d'opinion. Il s'agit vraiment d'un pivotement de l'attention en elle-même. Alors évidemment, retourne en toi-même et vois, ça peut être un peu vague si on n'a pas un indice précis, si on n'a pas une méthode précise, parce que qu'est-ce que ça veut dire retourner en soi-même? Ça peut vouloir dire retourner dans ses pensées, retourner dans ses émotions, retourner dans son passé, voire même retourner dans son corps. En réalité, il s'agit de retourner l'attention vers l'espace, ici, vers l'espace à partir duquel vous regardez, vers l'espace de silence à partir duquel nous entendons. C'est ça le retournement, vous voyez? Donc là, je rends hommage à Douglas Harding, qui a été mon ami et mon maître. Là, on est tous les deux dans sa maison en Acton. Et voilà, il parle de ce retournement aussi. C'est tellement simple, c'est difficile à décrire, dit-il. Normalement, nous regardons les choses là-dehors. Voir qui vous êtes vraiment, c'est regarder ce à partir de quoi vous regardez. Ce qui regarde. C'est faire pivoter votre attention de 180 degrés et regarder ce qui est le plus proche de vous que tout le reste, ce qui est central dans votre vie. Voilà. Nous le négligeons. Nous négligeons cette source parce que nous pensons la connaître. Donc on regarde dans cette direction, mais jamais ou rarement dans celle-ci. Donc changer de regard, c'est voir le monde, bien sûr, on le voit, même encore plus clairement qu'avant. On voit le monde, mais en même temps, on prend conscience de l'espace dans lequel tout cela apparaît. Donc c'est une attention finalement à deux directions. C'est ça, changer son regard. C'est pas seulement ça, c'est cette attention aussi. Et là, le monde devient vraiment vu. Hein. Les couleurs s'éveillent, les sons s'éveillent aussi, le monde se met à pétiller, le monde se met à vibrer parce qu'il est enfin vu. On a traversé le voile des concepts du langage dont nous parlait Bergson plus haut. Et donc, j'avais proposé une autre méditation donc, qui est basée aussi sur un exercice de Douglas qui consiste à ramener son regard à la source. Et là, on peut le faire directement. Vous voyez, il suffit de faire ça. Voilà, avec le doigt, là, vous pointez vers ce à partir de quoi vous regardez. Voilà, donc dans la direction de ce doigt, dans votre expérience, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une forme? Est-ce que vous voyez une couleur? Est-ce que c'est jaune, marron, vert, noir? Est-ce que vous voyez une limite? Est-ce que vous voyez un âge? Je ne crois pas. Hein. Enfin, évidemment, par la pensée, on peut rajouter tout ça. On peut penser qu'on regarde vers une boule de viande chevelue et colorée, ce qu'on appelle une tête. Ça, c'est la pensée, c'est ce qu'on pense. Mais dans l'expérience de l'instant présent, je pense que votre doigt pointe vers un espace sans couleur, sans forme, sans limite, sans âge et conscient. Hein. C'est ce que moi je désigne ici, vous voyez, pour vous. Voilà. Là, dans cette direction, il y a cet ouvert. Donc changer de regard, c'est vivre et voir le monde à partir de cette ouverture, à partir de ce grand espace clair. Qui est si proche de nous qu'on ne le voit pas. Oui. Donc retourner son attention,
voilà, je vais le mettre en grand parce qu'il y a des petites... voilà, retourner son attention, c'est voir les formes et les couleurs et prendre conscience en même temps de l'espace ouvert dans lequel elles apparaissent. C'est entendre les sons et prendre conscience en même temps du silence dans lequel ils apparaissent. Et c'est aussi, j'aurais pu rajouter les autres sens, hein, et c'est aussi prêter attention aux pensées et prendre conscience en même temps de l'espace de présence dans lequel elles passent. Donc, vous voyez, je souligne en même temps, c'est donc cette attention bidirectionnelle dont je parlais. Les phénomènes apparaissent et ils apparaissent dans cet espace de conscience que nous sommes, sans dualité. Il n'y a pas quelqu'un qui regarde, il y a une ouverture. Donc c'est simple, mais encore une fois, on le néglige et on ne le voit pas. Et souvent, il faut que quelqu'un nous le montre pour qu'on prenne conscience de cette ouverture. Moi, j'ai eu besoin qu'on me le montre et j'ai eu besoin de découvrir déjà l'enseignement de la méditation bouddhiste. Et ensuite, j'ai eu la chance de tomber sur les livres de Nisargadatta Maharaj et j'ai eu la chance de rencontrer Douglas Harding. Et ce changement de regard, c'est une méditation pour la place du marché. Vous voyez, c'est une méditation qui est tout à fait possible tout le temps. Il s'agit de se reconnecter à ce regard vaste de l'ouvert, à la présence éveillée. C'est une vraie pratique. Quand on oublie et qu'on se retrouve enfermé dans une vision étroite, il suffit de ramener doucement son regard dans l'ouvert vers la source. Oui, parce que ce changement de regard, il va falloir ensuite le vivre dans la vie quotidienne, au travail, à la maison, en famille, seul, en relation. Bon. Et donc c'est effectivement toute une pratique que de vivre à partir de l'ouvert dans ce quotidien. Mais c'est une pratique, si vous voulez, maintenant dont on a les clés, puisque si le regard se referme, eh bien, on sait qu'on peut l'ouvrir. Si on est en nouveau enfermé dans une boîte, eh bien, on sait qu'on peut découvrir cette ouverture. Hein. Si on pense que notre regard est limité, on regarde l'espace à partir duquel le monde est vu. Les yeux fermés, on se reconnecte aussi à cet espace de silence. Alors je dis qu'il s'agit de ramener doucement son regard dans l'ouvert, parce que pour moi, ce n'est pas un effort, c'est plutôt un abandon, c'est plutôt un laisser être. C'est comme une goutte d'eau qui tombe dans l'océan, il y a quelque chose d'une expansion toute simple dans cette présence que nous sommes. Voilà, on ne va pas créer cette présence, on ne va pas créer cette présence, on est cette présence. Et c'est une vision qui est source de liberté, de détente, de paix, de joie, d'émerveillement, d'union et de créativité. Au début de la conférence, au début de la vidéo, je disais que le changement de regard changeait notre vie dans le rapport à soi, aux autres et au monde. Et vraiment, c'est une source bénéfique dans notre vie, incroyablement bénéfique, parce que je crois même que la plupart de nos stress et de nos souffrances et de nos inconforts viennent de cet aveuglement devant le vrai regard, de cet aveuglement devant l'ouvert. On vit limité, on vit cadenassé, enfermé, conditionné. Donc découvrir l'ouvert, c'est une expansion incroyable, c'est une vie à partir de la présence éveillée, ouverte, et c'est aussi une source d'union parce que voilà, on accueille l'autre à partir de cette présence, une présence qui est unique en fait. Donc il y a une communion dans cette vision qui est. Joie, émerveillement, union, créativité. Alors, une créativité parce qu'on dépense beaucoup d'énergie à fermer notre regard. On s'épuise à fermer le regard, en fait, à se protéger avec un regard tunnel. Et quand on redécouvre cette vision, eh bien, il y a une énergie énorme qui est libérée, qui va être désormais au service d'une créativité, de la vie, quoi, tout simplement. Voilà, et j'avais terminé avec quelques références bibliographiques, 4 livres. L'éveil des sens de John Kabat-Zinn, dont j'ai parlé. Vivre sans tête, bien sûr, de Douglas Harding, qui est pour moi extraordinaire. Le traité du regard d'Alain Belsoon, qui est un excellent livre sur le regard précisément. Et puis je me permets de citer mon dernier livre, L'éveil spirituel, dans lequel j'évoque aussi ce changement de regard. Et voilà, merci beaucoup.
Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. J'espère aussi que les personnes qui étaient à l'atelier eh bien, ont pu comme ça, auront un moyen, un support pour se rappeler ce qui a été dit. Et voilà, je remercie encore Emergence de m'avoir invité. Je remercie Jean-Paul Dessy, formidable Jean-Paul Dessy, d'avoir été avec moi dans cet atelier avec son merveilleux instrument et sa belle musique. Et je vous dis à bientôt.